Allez, on vous écoute. Bien, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je veux vous remercier tout d'abord de m'accueillir au sein de votre commission à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux anciens d'Algérie engagés après les accords d'Évian, c'est-à-dire du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. C'est avec une certaine émotion, je l'avoue, Monsieur le Président, que je prends la parole aujourd'hui, le jour même où nous allons, d'ici à quelques instants, rendre l'hommage de la nation à un militaire, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a fait don de sa vie pour sauver celle des autres. Émotion aussi, car il s'agit de mettre un terme à une situation qui n'a que trop duré. Il est en effet des abandons qu'il est difficile d'assumer et il est des renoncements qu'il est difficile à justifier. Au titre de ces renoncements figurent les engagements maintes fois pris et maintes fois oubliés portant sur la reconnaissance envers les soldats envoyés par la France sur le territoire algérien au-delà de la date d'entrée en vigueur des accords d'Évian du 18 mars 1962. Parce que le 2 juillet 1962 marque la fin de la guerre d'Algérie, les jeunes hommes qui ont assuré leur mission au nom de la France jusqu'au 1er juillet 1964 ne sont pas reconnus comme des anciens combattants, au même titre que leurs camarades déployés avant eux. Pourtant, les armes ne se taisent pas dès lors qu'un cessez-le-feu est proclamé ou qu'un accord international entre en vigueur. Je pense en ce moment au sergent-major Jacques Nouge du 28e escadron du train, tué le 5 juillet 1962, après le 2 juillet 1962, à l'âge de 42 ans. Je pense à Hildebert Mouche, 2e classe du 65e régiment d'artillerie, mort à 21 ans, le 27 août 1962. Ou encore, je pense à Noël Rosier, soldat du 152e régiment d'infanterie, tué à Alger alors qu'il était de garde, le 22 janvier 1964. Lui aussi, avait 21 ans. À travers eux, c'est aussi aux quelques centaines de militaires morts pour la France entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 que je veux rendre hommage ce matin. Je sais que tous ici, vous partagez cette émotion et que vous vous inclinez devant leur mémoire. Ces soldats français, ils sont morts en remplissant leur devoir à l'égard de la France. Mais pourtant, leurs frères d'armes rentraient vivants. La nation n'accorde à leurs frères d'armes rentrés vivants, la nation n'accorde aucune reconnaissance ou une reconnaissance très partielle puisqu'ils ne peuvent se voir attribuer la carte du combattant. D'une manière plus générale, la nation a mis du temps à reconnaître la qualité d'anciens combattants aux anciens de l'AFN appelés comme engagés. Un simple rappel historique nous le démontre. Au moment de ce qu'il était encore convenu d'appeler les opérations de maintien de l'ordre, les militaires français revenus d'Afrique du Nord se voyaient octroyer les mêmes droits que ceux des autres conflits, à la notable exception de la carte du combattant, remplacée par un titre de reconnaissance de la nation créé spécialement par la loi de finances de 1968. Des évolutions législatives depuis ont permis à 40 ans d'intervalle de corriger en partie cet affront fait aux AFN. D'abord, la loi du 9 décembre 1974 a permis d'accorder cette qualité d'ancien combattant à tous les militaires déployés jusqu'au 2 juillet 1962. Puis, sous la précédente législature, la création de ce qu'on appelle la carte à cheval, un terme un peu que je n'aime pas trop, mais c'est le nom, a permis d'octroyer la carte du combattant à près de 12 000 anciens militaires. Comme chacun le sait, en effet, la loi de finances pour 2014 a étendu le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de 4 mois en Algérie ou plus, sans interruption, avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé après le 2 juillet, d'où l'appellation à cheval, sous-entendu sur le 2 juillet
1962. Cette carte à cheval, nous l'appelions déjà tous de nos voeux sous le précédent quinquennat, et je veux rendre hommage au précédent gouvernement de l'avoir créée. Mais il n'empêche qu'elle a davantage fait grandir ce sentiment d'injustice vis-à-vis de ceux qui sont arrivés sur le territoire algérien à partir du 2 juillet. En d'autres termes, si vous arrivez le 1er juillet sur le territoire algérien avant minuit, vous avez la reconnaissance d'anciens combattants. Si vous arrivez à 1h du matin, vous n'avez pas la reconnaissance d'anciens combattants. Cette situation, elle est absurde et elle est injuste, alors même que ces militaires auraient pu être affectés au même peloton et y effectuer ensemble les mêmes missions et les mêmes jours aux mêmes horaires. Alors oui, mes chers collègues, notre Assemblée se grandirait aujourd'hui à franchir une nouvelle étape en permettant à tous les soldats engagés jusqu'au 1er juillet 1964 de pouvoir bénéficier de la carte du combattant. Oui, cette évolution permettrait de rétablir ces soldats dans leur dignité. La France reconnaît d'ailleurs déjà que ces militaires se trouvaient dans une situation périlleuse. La situation, elle n'était pas simple après le 2 juillet 1962, puisqu'ils peuvent, depuis avril 2001, obtenir le titre de reconnaissance de la nation, ce que l'on appelle le TRN. Or, la délivrance de ce dernier suppose la participation au conflit. Je note d'ailleurs que le titre de la reconnaissance de la nation délivré aux personnes envoyées en Algérie après le 2 juillet 1962 leur confère l'appellation générique d'anciens combattants, même s'ils n'ont pas les mêmes droits. Mais il faut aussi savoir de quoi nous parlons, qui peut prétendre à la carte du combattant. Initialement conçue afin de traduire la reconnaissance de la nation envers les poilus de la Grande Guerre, la carte du combattant fut néanmoins progressivement élargie jusqu'à la 4e génération du feu, celle des opérations extérieures, les OPEX. Aujourd'hui, les critères d'obtention de la carte du combattant sont précisément déterminés par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Peuvent ainsi se voir attribuer la carte du combattant les militaires ayant participé aux 2 guerres mondiales, aux opérations menées entre 1918 et 1939 et à la guerre d'Indochine. Les militaires et sous certaines conditions les civils ayant pris part au combat en Tunisie entre le 1er juillet 1952 et le 2 juillet 1962, au combat du Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962, à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ainsi qu'aux OPEX, dont la liste est fixée par un arrêté du 12 janvier 1994, régulièrement actualisé. Vous le voyez, les critères sont extrêmement précis pour bénéficier de la carte du combattant. De plus, certains critères peuvent s'ajouter à une simple participation à un conflit. Initialement, les postulants devaient ainsi remplir au moins l'un des 4 critères suivants. Avoir appartenu pendant 3 mois à une unité reconnue combattante par le ministère des Armées, avoir appartenu à une unité qui a connu 9 actions de feu ou de combat, avoir participé personnellement à 5 actions de feu ou de combat, avoir été blessé ou subi la captivité selon certaines conditions. Et un 5e critère a été ajouté en 1998, celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, la présence sur le théâtre considérée pendant une durée donnée. 18 mois de présence étaient exigés en 1998, 15 en 1999, 12 en 2000 et enfin seulement 4 mois depuis 2004. Ce sont ces 4 mois auxquels je m'attache aujourd'hui. La détention de la carte du combattant confère un certain nombre de droits à ses titulaires et ces droits sont de nature à la fois symbolique, sociale et financière. Ainsi, les titulaires de la carte du combattant sont fondés à porter la croix du combattant, tandis que l'expression symbolique de titre de reconnaissance de la nation, celle dont bénéficient les anciens d'Algérie dont nous parlons aujourd'hui, se traduit simplement par la possibilité pour les anciens combattants décédés de voir leur cercueil recouvert d'un drapeau tricolore. De plus, la délivrance de la carte du combattant donne droit à l'obtention du titre de reconnaissance de la nation, c'est-à-dire que les bénéficiaires de la carte d'anciens combattants
sont automatiquement titulaires du titre de reconnaissance de la nation. Sur le plan financier, la détention de la carte du combattant s'accompagne du bénéfice de plusieurs droits. Tout d'abord, le versement d'une retraite à partir de l'âge de 65 ans. Elle est très faible. Son montant annuel est de 748,80 € par an. Depuis le 1er septembre 2017, elle avait été revalorisée lors de l'année dernière. La possibilité de constituer une rente mutualiste majorée par l'État et assortie d'un régime fiscal dérogatoire. Et enfin, un autre droit, le bénéfice à partir de 74 ans d'une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familial, d'où l'importance du quotient familial, pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Enfin, sur le plan social, la détention de la carte du combattant conduit à reconnaître son titulaire, ressortissant de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Ces ressortissants de l'ONAC sont éligibles à des mesures d'aide financière qui permettent de faire face à des difficultés sociales partielles qu'ils peuvent rencontrer. À ce titre, ils peuvent aussi être accompagnés par l'œuvre nationale des Bleuets de France. Alors, pourquoi vouloir attribuer cette carte du combattant et tous les droits qu'elle lui confère aux militaires déployés sur le territoire algérien après le 2 juillet 1962 ? La délivrance de la carte du combattant témoigne de la reconnaissance de la nation à ceux qui, à un moment ou à un autre, ont rempli leur devoir à l'égard de la France. Or, rien ne justifie plus aujourd'hui que ces militaires restés en Algérie après le 2 juillet 62 ne se voient pas reconnaître la qualité d'anciens combattants à part entière. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire et je veux vraiment insister sur ce point. Nul ne remet en cause les limites temporelles de la guerre d'Algérie, mais il s'agit simplement de reconnaître l'égalité entre tous ceux qui ont fait la FN. Après l'entrée des accords d'Évian du 18 mars 1962, l'Algérie est devenue indépendante et les troupes françaises demeurées sur place étaient déployées dans le cadre de ces accords d'Évian. Ainsi, si la guerre d'Algérie s'est bien arrêtée le 2 juillet 62, les opérations militaires n'ont pas pour autant cessé à partir de cette date. En juillet 62, 305 000 soldats français étaient présents sur le territoire algérien. Leur rapatriement ne fut que très progressif, 80 000 hommes en 63, et puis au 1er janvier 1964, 50 000 hommes avant leur retour en totalité au 1er juillet 1964. Or, cette situation était loin d'être paisible pendant cette période. Nombre de soldats ont perdu la vie sur le territoire algérien entre le 2 juillet 62 et le 1er juillet 64. Il apparaît vain de se lancer dans un décompte précis du nombre de morts. Les travaux du service historique de la défense, des associations et des historiens se poursuivent toujours à ce sujet. Toujours est-il que sur la base de ces travaux et des informations officielles accessibles dont nous pouvons disposer aujourd'hui, plus de 500 soldats ont été tués sur le territoire algérien pendant cette période. On en dénombre exactement 535 à ce jour, mais le décompte n'est pas encore totalement achevé. Au-delà des témoignages des soldats s'accordent tous sur le climat de tension et d'insécurité qui régnait sur le territoire algérien. J'y reviendrai. Mon rapport en mentionne quelques-uns de ces témoignages. Dans ce contexte, la présente proposition de loi propose un dispositif simple et robuste permettant de délivrer la carte du combattant aux militaires déployés en Algérie à compter du 2 juillet 62 en reconnaissant cette période au titre des OPEX. En d'autres termes, la guerre est terminée, il est hors de question de les reconnaître anciens combattants pour une situation de guerre, mais je vous propose de considérer que ces jeunes Français étaient envoyés sur le territoire algérien pour y assurer des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre au même titre que les OPEX qui interviennent encore aujourd'hui sur de nombreux théâtres dans le monde entier. Le texte comporte 3 articles, le dernier visant simplement à assurer la recevabilité financière comme nous le faisons traditionnellement. L'article 1er de la proposition de loi modifie l'article L2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui détermine les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du Code. Il s'agit
de préciser que les dispositions du Code sont également applicables aux militaires ayant participé aux opérations militaires menées sur le territoire de l'Algérie de l'entrée en vigueur des accords d'Évian au 1er juillet 1964. L'objectif d'une telle modification est de préciser au stade des principes généraux du droit, à reconnaissance et à réparation, que ces anciens d'Algérie sont aussi couverts par le Code. En premier lieu, il s'agit de constater un état de fait. En effet, comme je l'ai indiqué, ces militaires peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation dont le régime juridique est défini aux articles L301 et L331-2 du Code. De plus, ils sont également ressortissants de l'ONAC dont la mission est définie par le Code. En second lieu, il s'agit de les inclure pleinement au sein de la communauté des anciens combattants et ainsi de fonder leur droit à obtention de la carte du combattant. L'article 2 de la proposition de loi, quant à lui, modifie l'article L311-2 du Code afin de faire bénéficier les militaires déployés sur le territoire algérien des dispositions relatives aux soldats engagés en opération extérieure s'agissant de la carte du combattant. Avant de conclure, j'aimerais donc dire un mot sur la mise en œuvre de cette proposition de loi. Ma démarche s'inscrit dans la continuité de celle de nombreux parlementaires. Des dizaines de propositions de loi ont été déposées à ce sujet, y compris par le ministre du Budget, M. Darmanin, lorsqu'il était député. Des centaines de questions écrites ont aussi été posées parlementaires. Et tous les 5 ans, la plupart des candidats à l'élection présidentielle s'engagent à agir dans la matière. Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle, lui qui a indiqué par écrit aux associations être favorable à cette mesure. Pourtant, à chaque fois que l'on refuse d'agir en avançant toujours les mêmes arguments. Je vais tenter de répondre à chacun d'eux, ce qui permettra peut-être de rassurer certains. Premièrement, il convient de rappeler que l'ensemble du monde combattant soutient aujourd'hui cette démarche. J'ai relu les comptes rendus des auditions des représentants d'associations d'anciens combattants devant votre commission. J'ai reçu en audition ces associations, je les revois encore cet après-midi au ministère des Armées. Je vous affirme ici que le monde combattant est unanime sur cette question. Il est plus que temps de mettre un terme à cette injustice. Deuxièmement, sur le plan diplomatique, il convient de contredire ceux pour qui la délivrance de la carte du combattant aux militaires déployés sur le territoire algérien après le 2 juillet 1962 serait susceptible de tendre les relations diplomatiques avec l'Algérie. D'abord, la mise en place de la carte à cheval n'a pas dégradé les relations franco-algériennes. Les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que j'ai également auditionnés me l'ont confirmé. Ensuite, rappelons une nouvelle fois que depuis 17 ans, ces militaires peuvent se voir délivrer un titre de reconnaissance de la nation, les militaires envoyés entre le 2 juillet 62 et le 1er juillet 1964, témoignant ainsi le titre de reconnaissance de la nation. Il témoigne qu'un état conflictuel sur le territoire algérien durant la période concernée. La détention d'un titre de reconnaissance permet par ailleurs de couvrir le cercueil de son titulaire décédé du drapeau national. Cette reconnaissance est particulièrement chargée de symboles. Enfin, nul ne remet en cause, et je l'ai déjà dit, les limites temporelles de la guerre d'Algérie. Il ne viendrait à l'esprit de personne de le faire, d'autant plus que les relations entre la France et l'Algérie sont particulièrement apaisées depuis maintenant quelques années. Je veux d'ailleurs rendre hommage aux présidents de notre République qui se sont succédés et qui, depuis plusieurs années, mettent tout en œuvre pour consolider ce socle de nos relations avec l'Algérie. J'y associe bien sûr le président Macron qui poursuit actuellement cette politique et que tous ici, j'en suis convaincu, nous partageons. Troisièmement, le coût d'une telle mesure paraît largement acceptable pour le pays. En effet, les gouvernements successifs cherchent régulièrement à effrayer les parlementaires en évoquant le coût prétendument exorbitant d'une telle mesure. Mais de quoi parle-t-on? De combien de personnes parlons-nous ce matin? Au même titre que le titre de reconnaissance de la nation, la carte du combattant doit être demandée pour être obtenu. Le titre de reconnaissance de la nation, il a été demandé par de nombreux anciens combattants qui étaient en Algérie pendant cette période. La carte du combattant, demain, elle devra être demandée par ces mêmes personnes. Dès lors, il apparaît pertinent pour évaluer le nombre potentiel de bénéficiaires de cette extension de se fonder
sur le nombre de titres de reconnaissance de la nation délivrés au titre d'une présence sur le territoire algérien du 2 juillet 62 au 1er juillet 64. Selon les données que j'ai recueillies auprès de l'ONAC, 36 167 titres de reconnaissance de la nation ont ainsi été délivrés à la date du 31 décembre 2017, 36 167 titres. Si l'on peut penser que de nouvelles demandes seront formulées à l'avenir, je considère tout de même que cette possibilité existe depuis 2001 et que l'immense majorité des demandes ont aujourd'hui été faites. De plus, la création de la carte à cheval a permis de délivrer 12 000 cartes à cheval à des anciens combattants qui étaient arrivés avant le 2 juillet et qui étaient déployés sur le territoire algérien. Une simple soustraction conduit donc à évaluer à environ 25 000 le nombre de personnes potentiellement bénéficiaires de la carte du combattant. Je soustrais ces 12 000 cartes du combattant à cheval aux 36 167 titres de reconnaissance de la nation distribués. Le montant annuel de la retraite du combattant étant de 748,80 €, une telle extension engendrerait un coût de 18,7 millions d'euros. Ce dernier paraît bien modeste, d'autant plus que le budget alloué par l'État aux anciens combattants diminue année après année en raison de ce qu'il est convenu d'appeler au sein de votre commission l'attrition naturelle du nombre de bénéficiaires. Quant à la perte de recettes pour l'État liée au bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire, son impact budgétaire est très difficile à évaluer. Il faudrait en effet connaître la situation familiale et financière de chacun des potentiels bénéficiaires. Néanmoins, on peut raisonnablement estimer que cette perte de recettes ne serait pas très importante, une large majorité des personnes concernées se trouvant, d'après les associations représentatives du monde combattant, peu ou pas imposées compte tenu de leur niveau de ressources. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas avancer. Je sais que Mme Darrieussecq a à plusieurs reprises fait part de son souhait d'étudier l'ensemble des demandes des associations représentatives du monde combattant. Elle me l'a redit la semaine dernière. Mais qu'y a-t-il encore à étudier? Il ne s'agit pas de faire un tri entre les demandes pour faire plaisir, mais simplement de rendre justice et d'assurer l'égalité entre ceux qui ont porté les armes au nom du pays. Ne retardons plus les choses au risque de donner le sentiment de vouloir enterrer le sujet une nouvelle fois en attendant que nos anciens s'éteignent. C'est sûr que dans quelques années, une telle mesure ne coûtera plus rien du tout. Alors, sachons maintenant tirer les conséquences de cette période et adopter collectivement cette proposition de loi dès maintenant. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant votre commission. Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez défendu votre texte, donc c'est tout normal que nous vous accueillions bien. Voilà. Alors, mes chers collègues, il est 10 h. Si on veut terminer à 10h30, je sais qu'il y a beaucoup d'inscrits. Je vais proposer qu'on passe déjà groupe par groupe. Oui, mais on passe déjà groupe par groupe, donc un par groupe. Après, je laisserai la parole au rapporteur, voir s'il a des réponses à apporter. Et on verra si je prends les suivants, sachant qu'il y a un vote aussi à faire sur chacun des 3 articles. Alors, par ordre décroissant,